c'est le nôtre. Oui, non, mais je veux dire, c'est parce qu'il faut que je le monte. On Ah, l'a, la couve. d'accord. Ça te sert, quoi, Ça sert que j'ai... Ça peut servir. Ouais, Voilà, ça tourne, c'est... d'accord. Eh bien, Jean-Luc Touly, je voudrais vous demander d'abord quelle a été l'affaire ou l'élément qui a déclenché l'écriture de ce livre. Alors, d'abord, je connaissais un des co-auteurs qui s'appelle Christophe Mongiamont, qui est délégué syndical FO. Moi, je suis de la CGT. Et on était donc dans l'entreprise Veolia. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Et depuis à peu près une bonne dizaine d'années, depuis l'époque Jean-Marie Messier, on avait constaté un certain nombre de dérives d'ordre financier et comptable à l'égard donc des syndicats, car cette entreprise finançait de plus en plus nos organisations et ça nous surprenait. Et quelque part, ça devait nous embêter quelque part, parce que c'était une relation bizarre de nous donner de l'argent pour fonctionner alors qu'on n'en demandait pas, quoi. Alors ça a été le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que tous les deux, on a été victimes victimes si on peut dire, de demandes de notes de frais remboursées pour des frais de déplacement, remboursées en espèces, mais avec des forfaits qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire que lui venait de Rennes, par exemple, le remboursement de ses frais de déplacement, ça correspondait à 3 billets de TGV, quoi. Ouais, c'est un peu un ordre d'idée. On avait des remboursements dans des hôtels équivalents 4 étoiles. On avait des repas dans des restaurants correspondant peut-être à 80 € le repas. Vous voyez, voilà. Donc ça, et en espèces, donc sans justificatif, au forfait. Donc voilà les éléments qui nous ont fait un peu sursauter à l'intérieur, révolter. On a commencé un petit peu à s'organiser. On a constaté qu'à l'intérieur, nos centrales syndicales, surtout la mienne, la CGT qui était majoritaire, ne voulaient absolument pas entendre parler de ces questions, c'était tabou. Et puis, des accords ont été signés sur les 35 heures et sur la prévoyance, tout à fait contestables pour l'intérêt des salariés. Donc c'est à partir de ces moments-là que moi, le premier, j'ai écrit un premier livre avec un co-auteur qui est un journaliste d'investigation, qui est d'ailleurs le troisième co-auteur, Roger Langlais, sur la gestion de l'eau en France, avec un paragraphe sur les syndicats, et notamment sur un élément de preuve que j'avais à l'époque. C'était une facture correspondant à l'achat d'un espace publicitaire dans le journal syndical principal de la Confédération CGT par mon entreprise pour 120 000 €. Vu le tirage du journal, ça ne correspondait absolument pas aux pratiques courantes. Donc je me suis dit c'est un financement occulte. Et donc à partir de là, ce livre a été écrit, il a été attaqué par la CGT d'ailleurs à 2 reprises. Nous avons gagné devant le tribunal correctionnel. Et les choses donc ne s'arrangeant pas, nous avons décidé donc en 2005, de dire, bon, on va faire un livre sur l'ensemble de la question des financements occultes des syndicats. Donc dans un premier temps, tous les deux, du fait que lui était secrétaire du département, force ouvrière du département de Bretagne, moi j'étais président des prud'hommes dans le Val-de-Marne, donc on avait accès à beaucoup de syndicalistes, à beaucoup d'entrepreneurs, de tout secteur d'activité, ce qui a fait qu'on a commencé à avoir des témoignages. Donc j'ai dit ces témoignages, nous allons les garder pour éventuellement sortir un livre. Mais c'était pas encore, on n'avait pas un éditeur, c'était simplement l'idée de dire il faudra qu'on en fasse un. Et puis en 2006, les choses, l'ensemble des données que nous avions récupérées étant tellement importantes sur le fait que cette corruption, ces relations, ces conflits d'intérêts entre d'un côté les entreprises, les grandes entreprises publiques et privées et ces syndicats, nous ont montré que c'était un système généralisé. Et donc là, on a décidé d'aller chercher donc un éditeur, et donc c'est Fayard qui a signé avec nous en novembre 2006 donc pour ce livre. Et ce livre devait sortir théoriquement fin 2007, début 2008. Donc ce livre n'est sorti que récemment, donc à la mi-mai, parce que l'affaire de l'UMM, ayant été sortie véritablement en octobre-novembre, à la fois nous sommes les co-auteurs, nous sommes intervenus dans le débat au moment de l'affaire de l'UMM un petit peu, ce qui a fait que nous avons été reconnus par d'autres personnes qui ne nous avaient pas encore apporté leur témoignage et qui ont souhaité apporter leur témoignage. Et donc en l'espace de 10-15 jours, à partir du moment où on est apparu sur 2-3 antennes de radio, de télé ou sur Libération, immédiatement, on a eu une trentaine de témoignages extrêmement importants. Ce qui nous a conduit à demander à notre éditeur, avec son accord, de reporter la sortie du livre donc du début de l'année jusqu'au mois de mai,
parce qu'il nous semblait que ces témoignages, à visage découvert, apportaient quand même des éléments de preuve formelle, puisque notamment au niveau du comité central de la SNCF, qui est l'élément plutôt... les derniers éléments que nous avons eus, c'est que cette entreprise-là nous a montré que vraiment les dysfonctionnements portaient sur des centaines de milliers d'euros, voire sur des millions d'euros, et que donc là, ça devenait important. Bernard Thibault ou Jean-Claude Mailly, par exemple, disent qu'il n'y a pas de lien entre l'argent de l'UIMM et leur syndicat. Vous faites un lien, vous, dans votre livre. Ah ben ouais, on en fait un lien implicite, quoi, on va dire. Voire même pas vraiment, même explicite. Simplement, on ne dit pas simplement que c'est l'UIMM. Nous, on dit que l'UIMM est un élément, mais parmi d'autres. Hein, que dans le cadre de M. Thibault, et je ne voudrais pas faire des attaques personnelles, mais une personne extrêmement proche de lui est très bien placée au comité central de la SNCF. Donc je ne peux pas imaginer qu'il est au courant de rien. Je ne peux pas imaginer que le patron de la CGT, de la Fédération des cheminots, qui a quelqu'un de très proche qui travaille avec le CCE, n'ait aucun élément sur ce qui se passe dans ce CCE de la SNCF, qui pour nous, si vous voulez, en dehors des activités qui profitent dans l'intérêt des cheminots, il y a une partie de l'argent qui va ailleurs. Bon. Nous, on a des éléments de preuve qui montrent que cet argent va plutôt vers le syndicat majoritaire qui gère le CCE. Bon. Donc cet argent sort de la SNCF. Et ce qu'on a constaté, c'est que cet argent sort avec la bénédiction de Mme Hydrac, qui était à l'époque la grande responsable de la SNCF. Maintenant, c'est M. Pépi. Je ne sais pas si M. Pépi est au courant. Mais enfin, ça nous paraît tellement énorme, le nombre de factures étonnantes, de nombre de vélos qui a été achetés à profusion, de dépenses de formation, de dépenses de restauration. On constate que c'est toujours les mêmes fournisseurs depuis des décennies, qui donc ont le marché sans appel d'offres, etc., etc., dans tous les domaines donc, de l'activité d'un comité d'entreprise. Il faut penser que ce n'est pas possible que la direction générale de la CGT, et voire les autres syndicats, sont au courant de rien. Ça me semble complètement invraisemblable. Maintenant, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement d'apporter des accusations, de condamner quiconque. Nous, ce qu'on veut, c'est changer les choses. C'est qu'aujourd'hui, la faiblesse des syndicats, depuis une vingtaine d'années, le fait que ces syndicats, pour financer leurs permanents, leurs locaux, etc., ont besoin d'argent qui ne vient pas des cotisations, mais qui vient de la publicité d'entreprises dont les clients ne sont pas les syndicats, que les sommes d'argent qui vont d'un comité d'entreprise, de l'EDF, de la SNCF et d'autres, directement dans les structures syndicales, le budget de formation, le budget du 1% logement, tous les organismes collectifs paritaires, la médecine du travail, les handicapés, les communes qui donnent des locaux sans faire payer de loyer ni de factures d'électricité ou de factures d'eau. Il y a 2 maires qui ont été condamnés quand même en 2001 et 2002. Tout ça nous font penser que à la fois tout le monde est au courant, c'est-à-dire les gouvernements, le MEDEF et les branches des fédérations du MEDEF et les fédérations et les confédérations syndicales, c'est que tout le monde se contente d'un système d'une opacité qui permet à tout le monde de sauver la face. Sauf que pour nous, syndicalistes, encore en titre, nous estimons que le dindon de la farce, parce qu'il y en a toujours un, ce sont les salariés qui sont moins bien défendus du fait de la faiblesse et de la dépendance financière des syndicats vis-à-vis de ces entreprises qui, évidemment, achètent la paix sociale, puisqu'il y a des contreparties. On ne verse pas de l'argent, on n'achète pas des espaces publicitaires. Dassault met des publicités dans les journaux de la CGT et de la CFTC. Hein, je cite cet exemple-là, il y en a tant d'autres. Il attend une contrepartie. Il ne va pas placer des marchés dans les fédérations de la CGT, je ne pense pas. Donc il y a forcément une contrepartie. Et quand on constate que chez Dassault ou que dans d'autres grandes entreprises, bizarrement, les syndicats majoritaires, quels qu'ils soient, il n'y a pas de mouvements sociaux, il n'y a pas de revendications, on n'entend rien. Pour l'histoire du pétrole, par exemple, le prix du pétrole est extrêmement cher, ça touche tous les citoyens. On n'a jamais vu de grève chez Total des salariés de leurs syndicats, etc. Comment c'est possible? Alors c'est vrai qu'on trouve de la publicité de Total dans les journaux de la CGT. Bon. Je fais un lien, il est objectif. Après, est-ce que c'est ça qui fait que, je ne peux pas le dire,
Mais c'est des indices. Vous dites que vous faites un lien objectif, cela dit, on vous accuse, enfin on a accusé les auteurs, les trois auteurs du livre, de casser, enfin pas de casser le syndicalisme, mais De cracher dans la soupe. De cracher dans la soupe. Mais on nous l'a dit aussi quand on avait fait notre livre sur l'eau. On va en faire un d'ailleurs sur les associations humanitaires en particulier, où là où il y a beaucoup d'hypocrisie. Non, nous on fait pas ça pour dire on détient la vérité seul et on est donneur de leçons. Non, on est d'abord syndicaliste. Donc ça nous fait mal que les syndicats soient de plus en plus faibles et que les cotisations représentent 20-25% des rentrées, des recettes des syndicats. Donc forcément, 80% proviennent d'ailleurs. Et personne ne veut le dire, personne ne reconnaît, comme les partis politiques, quand ils recevaient les financements des entreprises. Non, ce n'était pas vrai. Une fois que la loi est passée, on a bien vu que c'était vrai, hein, et largement. D'ailleurs, ce sont les mêmes entreprises qui financent d'ailleurs les syndicats aujourd'hui. Hein. Donc, nous, on nous dit qu'il y a un lien entre la dépendance financière des syndicats vis-à-vis des entreprises et leur ardeur, leur combativité et les accords qui sont signés. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit notamment la CGT, qui est a priori le syndicat le plus révolutionnaire de tous, hein, depuis toujours, a priori, c'est un syndicat qui devient extrêmement modéré, qui signe des accords qu'il n'aurait pas signés il y a 10 ans. Peut-être qu'il faut évoluer. Mais nous, on s'est interrogé entre le rapport, entre la faiblesse du nombre de syndiqués, des rentrées financières qui proviennent d'ailleurs, et ces signatures de délégués syndicaux centraux des grandes entreprises qui, en même temps, voient pour certains leur rémunération doublée. On a fait cette corrélation. Et toute notre enquête de 15 mois montre que ça se passe à peu près dans toutes les grandes entreprises, publiques et privées. Voilà. Alors, effectivement, on peut se cacher la vérité, hein. On peut continuer comme ça, et là, c'est la mort du syndicalisme peut-être définitive, ou peut-être un syndicalisme tout à fait autre, extrémiste, ou peut-être un syndicalisme d'accompagnement institutionnel. Nous, ce qu'on veut, c'est dire les choses telles qu'elles sont pour prendre des mesures. Il est très urgent qu'on prenne des mesures sur les financements des syndicats, sur le fait que ça soit public, transparent, que les syndicats, toutes les structures syndicales offrent, comme les entreprises, des comptes certifiés par des commissaires aux comptes, même si ce n'est pas la panacée, mais qu'il y a un minimum de choses transparentes, pour que justement chacun joue son rôle. Le MEDEF a tout à fait intérêt que les syndicats soient financés par eux, et que le gouvernement, qui est très au fait, finance aussi les deux, parce que tout le monde se tient. Et M. Sarkozy, aujourd'hui, a beau rôle de faire pression sur les syndicats pour, par exemple, l'accord sur la représentativité, en menaçant, en disant « je peux prendre des mesures sur le financement », et vous voyez la CGT, la CFDT qui signent, au détriment peut-être d'autres syndicats, mais surtout, on n'aborde plus la question du financement. C'est quand même étrange qu'un gouvernement de droite aurait tout intérêt, justement, à faire ces choses-là. Un gouvernement de gauche aussi, remarquez, mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, nous on pose ces questions et qu'il est urgent aussi de les poser parce que l'affaire du UMM, on en découvre tous les jours, hein, et ça va certainement, et je veux dire, c'est un secret de polichinelle. L'affaire du UMM est un révélateur, mais c'est évident que l'argent du MEDEF a servi les patrons, a servi les syndicats, il a servi les politiques. C'est un financement à trois têtes. Et qu'évidemment, tout le monde se tient et personne n'a intérêt, c'est pour ça qu'il y a une omerta, personne n'a intérêt à révéler ce qui se passe. Sauf que nous, on dit, les syndicats vont dans le mur. Donc l'intérêt des salariés est mal défendu aujourd'hui. Donc on a cette petite prétention de dire, on apporte notre pierre. Maintenant, si on dit des contre-vérités, ben, on nous attaque en diffamation. Sauf qu'on a les preuves. Donc je pense qu'on ne nous attaquera pas en diffamation. Mais nous, on va attaquer en diffamation lorsque nous, on nous dit n'importe quoi. Parce qu'on a des éléments de preuve. Mais ce n'est pas pour faire condamner, c'est pour qu'il y ait un débat public sur cette vaste hypocrisie. Parce que les dindons de la farce, je le répète, ce sont les salariés qui aujourd'hui voient des choses, des remises en cause de leurs acquis. Les 35 heures aujourd'hui, ça va partir. Hein. On voit 63 conseils de prud'homme ont été supprimés par Rachida Dati sur 271. Est-ce que vous avez vu les confédérations, quelles qu'elles soient, s'offusquer de ça? C'est quand même l'arme ultime des syndicats et des salariés pour se défendre. On en supprime 63 sur 271. Il ne se passe rien. Voilà. On a l'impression qu'avec ces affaires-là, la CGT et la CFDT, pour ne pas les nommer, sont complètement à genoux. On est en pleine négociation sur les 35 heures. Enfin, on dirait que le gouvernement a vraiment la partie belle dans ce débat-là, quoi, et que les syndicats sont complètement anesthésiés par ces questions-là. Alors, je voudrais faire la différence entre les syndiqués
et puis l'état-major des syndicats. Il y a les grands dirigeants syndicaux où il y a, comme d'ailleurs dans le monde politique ou dans beaucoup de choses, entre les citoyens et puis leurs représentants, il y a des années-lumière. Ben là, on a la même chose. On a des gens qui sont, dans des locaux, hein, presque dans des bunkers, hein, notamment à Montreuil, il y en a quelques-uns là, ou aussi dans Paris. Et là, il y a des centaines de permanents, hein, qui sont permanents depuis des décennies, et qui décident un peu de l'orientation syndicale. Bon, c'est un fonctionnement qui peut-être était valable il y a quelques décennies. Aujourd'hui, ça ne me semble plus correspondre à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des multiples petites entreprises qui emploient énormément de salariés en France. Ces entreprises ne sont pas couvertes par le monde syndical. Hein, juste un exemple, par exemple, pour que vous compreniez bien, un salarié qui serait licencié dans une entreprise de moins de 11 salariés, et son licenciement serait reconnu comme abusif au prud'homme, eh ben, il aura 4 à 6 fois moins de remboursement financier qu'un salarié d'une entreprise plus importante. La loi s'applique de la même manière pour tout le monde, ben, pas dans le code du travail. Et les syndicats sont présents dans les grandes entreprises, bon, parce que les lois aussi le permettent. Ils ne le permettent pas dans les petites entreprises. Il faut être aussi objectif. Mais en même temps, il n'y a pas une volonté des grandes structures syndicales d'essayer d'être présentes dans les bassins d'emploi. Moi, je travaille dans le marché d'intérêt national de Paris-Rungis. Il y a 2000 entreprises de moins, la plupart sont des entreprises de moins de 11 salariés. Ben, c'était quasiment un désert syndical. Bon, on ne met pas les moyens. Par contre, vous avez les grandes entreprises où il y a des gros moyens, avec des avantages pour les salariés, des comités d'entreprise, des activités sociales. C'est très bien. Mais vous voyez, il y a un régime à deux vitesses. Et il y a la présence de syndicats dans les grosses entreprises et pas de présence de syndicats dans les petites entreprises. Ça pose donc la question de la représentativité. Ben voilà. Ce qui ne veut pas dire que tout ça est de la faute des syndicats. Hein. Je n'accuse pas. Simplement, il y a un constat. Donc il y a des financements parce qu'ils sont faibles et qu'il y a besoin de ces financements. Sauf que ces financements sont obtenus de manière opaque et qui proviennent des entreprises qui évidemment demandent des contreparties. Et puis vous avez tout un secteur majoritaire de petites entreprises où les employés sont présents, où là, ces salariés ne sont pas défendus. Donc là, ça ne va pas, il y a un déséquilibre total. Donc nous, notre livre, c'est un cri de révolte par rapport à ce qui se passe, mais aussi on fait des propositions pour dire, voilà comment on pourrait faire autrement, mais on ne veut pas s'immiscer dans les affaires, on n'est pas des dirigeants syndicaux non plus, hein. Mais on apporte notre expérience. Moi, ça fait quand même 28 ans que je suis syndicaliste. Christophe Mongeamon, ça fait 25 ans. On a une expérience quand même assez importante. Mais on ne détient pas seul la vérité. On apporte des éléments et on se dit on ne peut pas continuer comme ça parce que c'est l'intérêt des salariés qui est menacé. Alors justement, que faudrait-il faire pour régler les deux grosses questions, c'est-à-dire le financement des syndicats et leur représentativité? Ben, nous, on estime qu'on propose deux choses principales parce que d'abord, on a consulté à la fois les syndicalistes, de tous les syndicats, des hommes et des femmes politiques qui ont souhaité témoigner mais qui n'ont pas voulu apparaître dans le livre, parce que c'est pareil, les femmes et hommes politiques, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, c'est un sujet tabou, les syndicats. Il ne faut pas toucher aux syndicats. C'est des problèmes, il y a des équilibres à ne pas toucher. Bon. Donc on nous a dit, on propose deux choses qu'on partage, à savoir que les cotisations représentent, comme dans les autres pays européens, notamment scandinaves, au moins les 3/4 des rentrées. Et pour ce faire, seule la cotisation obligatoire, qui pour nous est évidemment, pour le salarié lambda, il va payer un petit peu, l'entreprise va payer un petit peu, le gouvernement va payer un petit peu, parce qu'on considère que nous, c'est exactement comme le régime de prévoyance ou la sécurité sociale, c'est un service public. Le syndicat, on en a besoin pour défendre ses intérêts, on a besoin lorsqu'on est licencié ou menacé d'être licencié de se faire représenter en justice. Donc on considère que c'est un service public, donc chacun doit payer un petit peu une cotisation, de telle façon que ça, et ensuite la répartition évidemment se ferait au prorata des résultats des élections dans les entreprises. Donc ça c'est la partie cotisation, donc par ce système de cotisation obligatoire, à financement de 3 niveaux, hein, gouvernement, entreprise et salariés, et tout ça de manière transparente. Et l'autre, c'est une loi qui permettrait un financement transparent pour les locaux, pour les charges qui vont avec, le loyer, l'électricité, l'eau, etc. Et puis des moyens pour siéger dans les organismes comme le Conseil économique et social, etc. Tous les organismes où c'est du bénévolat, même si
il y a des indemnités qui sont allouées. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que les choses soient beaucoup plus étendues au niveau des syndicalistes, parce qu'en général, c'est toujours les syndicalistes des confédérations qui sont désignés, donc c'est les permanents. Donc ce qu'on voudrait, c'est que le Conseil économique et social reflète la réalité du syndicalisme en France, donc c'est beaucoup plus divers que ça. Donc on voudrait une loi qui soit prise un peu comme les partis politiques il y a une douzaine d'années, une loi qui permette un financement public, transparent, qui couvre environ le quart des cotisations qui manqueraient, le quart du budget qui manquerait, et qui serait apporté donc par l'État, par donc l'impôt que le contribuable paye, mais là de manière tout à fait transparente, et toujours avec une affectation d'une partie fixe pour tous les syndicats, pour les fonctionnements, et une partie au prorata du résultat des élections prud'homales, qui est la seule élection nationale. Voilà. C'est des propositions qui ne sont pas extraordinaires, qui sont simples, avec une représentativité de tous les syndicats, parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ne sont pas représentés, l'UNSA, Sud, etc. À partir du moment où ils font la preuve de leur représentativité dans l'entreprise, ils sont représentatifs. Donc il faudrait qu'il y ait une possibilité pour que ces syndicats soient représentatifs et que donc la loi de 1966 soit un petit peu ouverte, sans retirer quoi que ce soit aux autres. Hein, c'est pas, on ne retire pas aux uns pour donner aux autres. Et donc tout ça mettrait un débat public à l'Assemblée et au Sénat, de telle façon qu'on prenne une disposition et qu'on reparte sur des bases saines. Et comme ça, les financements des entreprises par la publicité ou par des moyens opaques ne pourraient plus se faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas toujours des dysfonctionnements. Il y en aura des dysfonctionnements malheureux. Mais ça serait d'éviter un certain nombre de dysfonctionnements graves et que des règles soient établies pour que justement chacun joue son rôle. Il y a un chiffre qui résume tout ça. Il y a 25 ans, par rapport à aujourd'hui, il y avait 5 fois plus d'adhérents. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 25 ans, il y a 5 fois plus de permanents. Vous voyez un petit peu le chemin parcouru. Donc on voudrait tout ça rééquilibrer pour que, c'est un peu un sport national, tous ces phénomènes de financement occulte en France, dans tous les domaines, qu'on revienne à des solutions un petit peu plus réalistes et transparentes pour que chacun joue son rôle, le patronat, les syndicats et le gouvernement. Alors dernière question, justement vous parliez des adhérents. Quelle a été la réaction des syndiqués à la sortie de votre livre? Et puis, voilà, on va en rester là. C'est déjà pour l'instant, les réactions qu'on a à travers des blogs, des sites internet, des coups de fil, des mails, etc., je dirais que les 3/4, c'est plutôt positif. Il y a une partie de ces 3/4 qui aurait voulu qu'on aille plus loin, si vous voulez. Bon. Et puis il y a un quart qui soit est très critique en disant que ce n'était pas le moment. D'autres disent vous crachez dans la soupe. Voilà. Alors, objectivement, c'est à peu près ça. Mais on comprend. Je veux dire, quand vous n'êtes pas au courant de tout ça, hein, comme nous, on ne l'a pas été au départ, quand on l'apprend, ça nous met un coup sur la tête quand même. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans une organisation comme un syndicat, des choses comme ça se passent. Donc, on a du mal à accepter. Bon. Donc, c'est vrai qu'on ne veut pas voir la réalité et que ceux qui ont révélé, et qui sont en même temps de l'intérieur, révèlent ça. Je pense que ça a du mal à passer pour un certain nombre. C'est logique. Nous, on essaye d'expliquer ça en disant, bon, nous, on ne fait pas un livre pour gagner de l'argent. Hein. Nous, on fait un livre, c'est un outil. On en aura d'autres. On va créer une association, on va ouvrir des blogs pour que justement l'ensemble des syndicalistes qui sont un peu mécontents et qui veulent nous rejoindre, qui veulent témoigner, pour peser et pour contraindre les autorités publiques, les syndicats et le MEDEF à ouvrir un débat et qu'à quelque part on arrive à une loi le plus vite possible sur le financement public et la cotisation obligatoire pour régir entre les relations entre les syndicats, le MEDEF et le gouvernement. C'est ça le but de l'opération. Donc pour l'instant ça va plutôt dans le bon sens. Ce qu'on aimerait c'est qu'il y ait un débat dans les médias le plus possible entre ces 3 composantes. Pour l'instant, chacun, enfin nous on débat, la preuve on est chez vous, c'est vrai que les syndicats ne sont pas très favorables pour l'instant à venir discuter et que le MEDEF peut-être vient discuter avec nous, mais peut-être avec une arrière-pensée. Hein. Ça on peut l'imaginer. Donc on aimerait qu'il y ait un débat qui puisse permettre tranquillement de discuter ces choses-là sans animosité, mais pour trouver des solutions pour que le syndicalisme vive. On en a besoin, c'est plus qu'utile, surtout en ce moment.